Ferkessédougou, chef-lieu de la région du Tchologo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Notre équipe a décidé de visiter cette région avec ses nombreux sites touristiques, empreints d'histoire et pourtant méconnus. Notre périple commence par Kafongo, village situé à une vingtaine de kilomètres de la frontière du Mali. Ici, nous découvrons des tunnels souterrains qui dateraient du XVIIIe siècle. Ces tunnels-là même, pour montrer l'ingéniosité des ancêtres, c'est que quand on creusait même ces tunnels, est-ce qu'on a vu des tas de sable ici? Or, ce sont des tunnels très profonds, mais il n'y a pas eu de tas de sable sur la grotte elle-même. Ça veut dire quoi? Quand on creusait, on prenait, pour ne pas laisser des traces et des indices aux ennemis, on prenait le sable, on partait reverser jusqu'à dans un cours d'eau qui faisait pratiquement 5 à 6 km d'ici. Et on versait le sable dedans. Dans le cours d'eau, on ne pouvait pas savoir qu'il y a du sable qui était versé. Donc il n'y a aucun signe sur la grotte qui permettait à l'ennemi de voir déjà des traces pour dire peut-être qu'il y a quelque chose ici. Construite vers le XVIIIe siècle, ces tunnels servaient de cachette pour les personnes vulnérables pendant les guerres d'occupation des territoires qui opposaient le Thiébara au royaume de Babamba au Mali. Quand on est dans l'Interland ivoirien, déjà il faut savoir que le premier ennemi qui se présentait à l'œil nu, c'était vraiment le royaume de Sikasso, le Kénédougou, le royaume de Thiéba Ouattara qui a été suivi après par Babemba. C'était un royaume vraiment craignant. L'actuel Mali, parce qu'en ce moment on ne parlait pas encore de frontières, donc on va plutôt parler de Sikasso que de Mali, mais aujourd'hui dans l'actuel Mali. Et donc en ce moment, le royaume de là-bas convoitait beaucoup ce territoire parce qu'ils se disent que c'était la zone frontalière avec le Vébaoulé qui avait déjà accès aux produits de l'Occident. Quand ils arrivaient déjà à conquérir ce territoire, ils pouvaient déjà quelquefois avoir des produits de l'Occident parce qu'il y avait le marché baoulé. La longueur et la profondeur de ces tunnels ne sont pas connus. Ils ne sont plus utilisés depuis la fin des guerres d'occupation. Depuis plus de 2 siècles, le site est préservé par les villageois et est même devenu un site touristique ouvert au grand public. Mais les actions de valorisation de ce site ne portent pas encore de fruits. C'est quelque chose de naturel pour Kafongo. C'est dit, on est né, on a trouvé, c'est pour nos grands-pères, mais malheureusement, nous aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dedans. Donc pour eux-mêmes, là, les gens viennent regarder. C'est vrai, c'est une richesse, mais eux se disent, bon, on n'a pas de moyens. Même si on doit l'entretenir, là, on le fait comment? Aujourd'hui, nous ne sommes plus en temps de guerre pour dire on va l'arranger pour que quand il y a guerre, on va rentrer dedans. Donc du coup, la population a en quelque sorte un peu délaissé le site. À chaque fois que les gens viennent pour des visites, c'est là la chefferie délègue des personnes pour venir entretenir l'espace, essayer d'enlever quelques pieds d'herbe. À Sordi, dans un village situé à 7 km de Diawala, nous partons à la découverte des murailles mythiques et mystiques construites au XVIIIe siècle par le chef guerrier Yeo Thiewolopie, fondateur du village. Ok, messieurs, soyez donc la bienvenue à Sordi. Alors, sous bien sûr la permission de nos papas, les vieux sages qui sont là, nous vous présentons donc les murailles de Sordi. Alors ici, nous sommes au niveau de la deuxième clôture, sur tous les sens, c'est-à-dire qu'il y avait 3 remparts. La première clôture faisait le tour de la chefferie traditionnelle de Sordi. Et ça, c'est la deuxième, qui faisait la clôture des ménages. Voilà, c'est là que se trouvaient les ménages, et les domiciles de tous ceux qui étaient à Sordi. Et au-delà de cette clôture, il y a la plus grande clôture. Au niveau de la grande clôture, ça c'était le cordon sécuritaire. Cet édifice, datant de plus de 2 siècles, est construit en terre battue avec de l'argile, du beurre de karité,
du lait, le tout malaxé avec du sang humain. Nous avons eu dit que c'était monté avec du sang et du beurre de karité. Est-ce que c'est vrai? La clôture est à la fois sécuritaire, mais à la fois au-delà de la sécurité organisée, il fallait une sécurité aussi mystique. Parce que c'était le temps des guerres, on pouvait s'attendre à tout. Donc pour faire maintenant le côté mystique, les vieux, quand il y avait, puisque ce sont des captifs et des esclaves qui étaient faits comme main d'œuvre, quand ceux-là travaillaient les nuits et qu'il y a un qui se jouait les fainéants, qui n'a pas envie de bien travailler, alors on le chicotait et puis quand on arrivait à te frapper à mort, ton sang là, on mettait dedans pour malaxer. Mais ça, c'est le côté mystique. C'était pour rendre vraiment le mur très solide et très puissant mystiquement, de telle sorte que quand quelqu'un vient, même s'il a des pouvoirs mystiques et qui traversait les murailles de Sordi, il perdait automatiquement ses pouvoirs. Et pour que les portails résistent aux assauts du camp adverse, les piliers étaient posés sur la chair humaine. Des sacrifices mystiques pour renforcer la sécurité des murailles. Et au-delà de là, chaque entrée de Sordi, il y avait 4 entrées. Sur chaque entrée, le mur était fait sur un albinos. Alors pour chaque porte, il y avait 2 albinos. Ça, c'est un secret purement... Un soubassement, alors. Donc, quelque chose où les balustrades de la rentrée des murailles sont faites sur des humains et des mystiques, avaient aussi un volet mystérieux dedans. Et n'oubliez pas qu'à l'enceinte des murailles, il y avait d'abord l'école culturelle Sénoufo, l'école d'un vrai Sénoufo, qui était à l'intérieur des murailles, qui est le bois sacré. Quand Sordi s'est installé, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont déporté l'école culturelle, l'école de la maturité au sein des murailles d'abord, avant de vaquer à d'autres occupations. Outre ces aspects, les murailles posséderaient aussi des pouvoirs de guérison et procureraient même de la chance à ceux qui y formulent des vœux. J'ai appris que la muraille est chargée de valeurs mystiques ou de pouvoirs mystiques. Et il suffit de venir toucher à la muraille pour être guéri. D'accord. De tous ces mots. Oui, effectivement. Financiers. Lorsque un digne fils de Sordi, par exemple, a des soucis en aventure et qui vient, il met sa main ici, il dit au nom de mes ancêtres là, qui étaient des personnes de parole. Je vais toucher. Ben, naturellement, monsieur. Voilà. Ou quelqu'un qui a vraiment un intérêt dans cette localité, quelqu'un qui a aimé Sordi, même n'ayant pas participé à quoi que ce soit à Sordi, vient faire des promesses ici. Il est clair que ça se résout. Alors ici, les visiteurs n'hésitent pas à tenter leur chance. Donc vous cherchez quoi? Venez toucher ces murs. Est-ce que parce qu'on a dit qu'il y a un côté... Bien entendu, qui ne veut pas être heureux. Blaise Pascal disait que même celui qui se pend veut être heureux. Et donc, lorsqu'on vient toucher à ces murailles, c'est pour être heureux également. Avoir beaucoup d'argent, avoir moins de problèmes, bien sûr. D'accord, donc c'est votre vœu? Plus ou moins. Ce n'est pas toute la partie de ma raison, non. C'est une raison, parmi tant d'autres, qui m'envoie à Sordi. Le premier cordon de sécurité d'une hauteur de 6 mètres serpente 41 hectares de forêt. C'est ici que les meilleurs soldats du chef de guerre, Yeo Tiewolopie, prenaient la garde. Vous voyez qu'il y a un creux. Il y a des creux de garde. Alors ça nous interpelle pour dire que rien ne se crée aujourd'hui. Quand on va dans des usines, des grands entrepôts, on voit qu'on fait des petits creux où on peut regarder quelqu'un au guichet. Pas de guérite. Voilà. Et c'est ça. Donc ce modèle-là déjà existait. C'est quelque chose qui a été copié. Vous voyez ces guérites. Donc à l'intérieur de ces guérites, il y avait des soldats. Pas n'importe quel soldat. Et dans chaque cordon sécuritaire, il y avait donc des soldats qui avaient un chef. Voilà. À chaque niveau, il y a un groupe qui avait vraiment un chef de guerre qui était à l'intérieur, qui contrôlait ce groupe-là. L'édifice a été construit exclusivement par des esclaves. Vu qu'à l'époque, le danger était imminent et qu'il fallait construire, je suppose, hâtement le mur, combien de temps le mur a dû prendre pour être construit et puis par combien de personnes? Ah d'accord. Alors quand tu demandes à nos papas, ça fait combien de temps, ils te diront en Sénoufo, on est tard. Chez nous, le Sénoufo n'exprime pas les années, le temps en termes d'années, mais il
il estime en termes de saison de pluie, période d'agriculture, puisque nous sommes cultivateurs à la base. Donc quand nous estimons, ce sont des estimations que nous faisons, quand nous estimons les Ngoetar qui parlent de 3 saisons de pluie, au nord de la Côte d'Ivoire parle également de 3 saisons sèches. Donc ça fait naturellement 3 ans. Aujourd'hui, l'endroit croule sous le poids du temps. Des parties des murailles ont cédé. Sordi, même le plus gros souci aujourd'hui, c'est la réhabilitation. La réhabilitation du site, parce que eux, à chaque fois qu'ils viennent avec des gens visiter le site, eux-mêmes, ils craignent. Ils se disent, dans 1 an, 2 ans, ils vont venir montrer quoi aux gens. Parce que chaque jour, c'est vrai que les gens viennent d'ailleurs, ils ne maîtrisent pas véritablement ce qui est en train de se gâter. Mais eux qui sont au constant ici, sur le site, chaque jour qu'ils viennent, ils sentent qu'il y a quelque chose qui manque de plus. Donc dans 1 an, 2 ans, Sordi, ça sera vraiment une histoire. Conscients du danger, les autorités villageoises crient à l'aide. Il appelle encore une fois de plus les autorités à venir en aide à Sordi, à déclarer Sordi au patrimoine de l'UNESCO, à trouver des techniciens qui peuvent réhabiliter le site de Sordi, comme c'est une construction de type soudanais. Ils pensent qu'il y a des techniciens en ce sens et de trouver véritablement des moyens pour que Sordi même puisse prendre un guide spécialement pour entretenir le site et recevoir les touristes. Le site, qui enregistre 30 à 50 visiteurs le mois, peut constituer une manne financière pour la région s'il est mieux valorisé. Une manne financière qui sera possible que si les sites sont accessibles par les touristes. Car l'axe Ouangolodougou-Pogo, qui mène à ces 2 sites, est dans un état piteux. Difficile pour les véhicules de circuler. Ce gros camion en a fait les frais. Depuis 3 jours, les mécaniciens tentent de le remettre en état. Du courage. S'il plaît à bon Dieu, peut-être demain on peut finir sur ça. On peut finir ça dessus. Tu vois le fer là? Il y a des mécaniciens, si tu les as dit que ça là, ça peut se casser, ils vont te dire que c'est faux. Bon, depuis que je suis dans la mécanique, bon, c'est ma première fois même de voir un truc là est cassé comme ça. Toi-même tu vois l'état de fer là, c'est très 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 lourd, très solide. Mais avec l'état de la route, vraiment sincèrement dit, c'est grave. Si on te dit que ça là, ça peut se casser, tu vas dire que c'est faux. Donc vraiment que l'État fasse quelque chose pour nous. Sinon vraiment la route, sincèrement dit, c'est pas de tout bien. Il fait tard déjà, on ne peut plus aller. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour que peut-être demain on puisse finir. Longue de près de 100 km, cette voie mène jusqu'à la frontière du Mali. Sa réhabilitation permettra une meilleure fluidité du trafic, mais surtout faciliter l'accès aux sites touristiques de Kafongo et de Sordi. Le lendemain matin, c'est à Kong que notre équipe se rend à la découverte des mosquées historiques. Alors ici, c'est la petite mosquée, comme on l'appelle communément. En fait, c'est la première mosquée de Kong. Je pourrais même dire que c'est la première mosquée de Côte d'Ivoire. Dans la mesure où l'islam a fait sa pénétration en Côte d'Ivoire par le nord. Par le nord, et c'était Kong qui était la seule ville existant en Côte d'Ivoire. La ville la plus importante. Et la ville islamisée en Côte d'Ivoire, c'était Kong. Donc c'est lui qui est venu ici avec l'islam, a bâti cette mosquée comme étant une mosquée familiale. Vieille de plus de 3 siècles, la petite mosquée de style néo-soudanais de Kong est le plus vieux symbole de l'islamisation des peuples du Nord. Lorsque vous voyez l'architecture, les poutres sont plantées comme ça, verticalement et horizontalement. C'est une essence, c'est un arbre. Quand il dit essence, c'est un peu agronomique. C'est un arbre qui ne pourrit pas facilement. C'est une essence, une espèce d'arbre qui ne pourrit pas facilement. Il n'y avait pas d'échafaudage. Donc on construit jusque-là, on monte un peu. Avant de monter, on met ces poudres là-dedans et on fait un niveau dessus, on laisse sécher. Et après, on monte sur ces niveaux-là, on construit le niveau supérieur. Elle accueille seulement 40 personnes et est exclusivement réservée aux 5 prières canoniques. Elle n'est pas habilitée pour accueillir les prières de vendredi.
il y avait l'imam ici, l'imam Baro, ses enfants et ses frères sur cet rangée, ses captifs, ses serviteurs étaient sur l'autre rangée, et les femmes de ceux qui sont là étaient derrière. Donc vraiment c'était bien réparti. C'est-à-dire les architectes qui ont bâti cet édifice-là avaient imaginé vraiment beaucoup de choses. Il y a une aération qui est faite naturellement, de sorte que quand on est à l'intérieur, on n'a pas chaud. Le sol également n'est pas dallé. Le sol n'est pas dallé, c'est du sable qu'on ramasse dans un endroit bien propre pour venir mettre ici. À 300 mètres, une autre mosquée du même style, mais plus grande. Ici, 400 fidèles peuvent se retrouver pour prier. La grande mosquée, ici, on officie la prière du vendredi, mais pas que. Les 5 prières canoniques également sont officiées ici. Et cette prière-là n'est officiée nulle part ailleurs que dans cette seule mosquée. Malgré le développement de la ville, en tout cas, on s'en tient à celle-là. Il y a eu des préaux pour contenir la population qui vient. Elle a une dimension de 40 sur 40. L'histoire de cette mosquée est rattachée à celle d'Almami Samori Touré, fervent opposant à la pénétration française et britannique en Afrique occidentale. C'est ici que l'anticolonialiste a exterminé certains fidèles qui fuyaient la guerre. Le jour où Samori rentrait à Kong, il n'y avait pas de combattants qui l'attendaient. Il est venu surprendre les gens. Les premiers coups de fusil, les personnes invalides, les vieilles personnes, hommes, femmes, les enfants, sont venus s'abriter ici. Si ce n'était pas du terrorisme, pour un musulman, quelqu'un qui se dit imam, parce qu'il s'est fait donner le titre imam Samori, quelqu'un qui se dit imam, des musulmans sont venus s'abriter dans la maison de Dieu. Masjid, comme je vous l'ai dit, ça veut dire maison de Dieu. Masjid Allah. Sont venus s'abriter. Tu ne peux pas les attaquer. Ils sont dans un territoire de Dieu. C'est là qu'il est venu les attaquer là. Tuer certains, ceux qui n'ont pas pu sortir, et détruire une partie de la mosquée. L'édifice a été restauré en 1978. Malgré le poids du temps, il a toujours conservé ses traits. Vous avez vu, au-dessus, là, il y a une lucarne. Il y en a plusieurs dans la mosquée. Parce que la mosquée, elle est grande. Là-bas, elle n'est pas grande. On voit déjà l'intérieur sans qu'on ait besoin d'allumer, si ce n'est que la nuit. Cette lucarne-là permet à l'imam, pendant qu'il est en train de lire le sermon, d'avoir de la lumière. Bon, par curiosité, je suis venu ici plusieurs fois pour regarder. En plusieurs périodes de l'année, si on était en Europe, j'allais dire en sortie d'été et en sortie d'hiver, lorsque l'imam s'arrête sur son retour pour regarder, à toute période, on constate que la lumière vient directement sur les feuilles qu'il lit. Ces vestiges pleins d'histoire attirent la curiosité de plusieurs touristes. Mais comme les autres sites touristiques de la région, ils ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Aujourd'hui, c'est devenu un site touristique. Est-ce que n'importe qui peut venir visiter la mosquée? Oui, pour le moment, comme je vous l'ai dit, eux et nous, on est en train de se voir comment est-ce qu'on peut organiser les visites prochainement. Tout le monde peut visiter la mosquée. Parce qu'après tout, c'est un lieu à la fois culturel et culturel. C'est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO, donc beaucoup de gens veulent voir. Et les gens viennent toujours. Tout le temps, les gens viennent. Et lui-même, des fois, il ne peut même pas travailler parce qu'à force d'accompagner les gens aller-retour, il est obligé de... En avril 1988, elles ont été classées comme monuments historiques au patrimoine de l'UNESCO. Avec un peu de volonté, la ville de Kong, qui garde jalousement ses symboles historiques, pourrait être une destination privilégiée des touristes. Dans la région du Tchologo, d'autres traditions attirent la curiosité. Comme dans ce village, Nabankaa, village situé à une dizaine de kilomètres de Ferkessédougou. Ici, le chef du village n'est autre que ce bouc. Un bouc considéré comme sacré.
Le fondateur du village avait des boucs. L'un d'entre eux le suivait partout où il partait. Un jour, en allant à la rivière, il s'est fait accompagner par le bouc. Arrivé à la rivière, le bouc a refusé de traverser avec lui. De retour du champ, le bouc l'attendait et il le suivait partout dans le village. C'est comme ça qu'il a dit « ce bouc est un chef ». Et depuis, on le traite comme tel. Instauré par les génies, il protégerait les villageois contre d'éventuelles menaces et apporterait la quiétude dans le village. Ce bouc est un esprit. Il est là pour interpréter toutes les révélations. C'est un guide qui peut prédire ce qui peut arriver de bien comme de mal. À sa mort, le bouc est enterré et reçoit les honneurs comme un être humain. Et le chef d'adoration convoque la notabilité pour le choix d'un successeur. Comment ça se passe? Il meurt, qui le remplace? Avant sa mort, il communique celui qui doit le remplacer. Celui-là, plus de 50 ans, c'est le 8e chef. Son successeur sera révélé lorsqu'il sera à la fin de ses jours. Le bouc sacré de Nabankaa a rendu célèbre ce village. Le lieu est même devenu un site touristique qui accueille une 50aine de personnes le mois. Malgré le potentiel touristique, la région du Tchologo ne parvient toujours pas à construire une industrie touristique viable pour son développement local.